Bonjour à tous. Je pense qu'on peut démarrer. Est-ce que des gens peuvent m'écrire dans le chat pour me confirmer qu'on m'entend? Oui, parfait. Bonjour Maria. Impeccable. Alors, je vais attaquer puisqu'il nous reste 34 minutes, que j'ai énormément de choses à vous dire et qu'il va falloir que je sois efficace. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait ce qu'on a identifié chez JWeb comme les grandes tendances en fait du search et du social. Et c'est ce qu'on discute en fait régulièrement avec nos clients. Donc c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Je vous présente rapidement JVweb et après on attaque dans le vif du sujet pour ceux qui connaissent pas. JVweb, nous on est une agence digitale depuis 17 ans, plus de 70 collaborateurs, on a grossi avec une levée de fonds dernièrement, des bureaux en France, en Suisse et en Chine, et on accompagne à peu près 400 clients dans énormément de pays. Ça évolue souvent puisqu'on a 12 nationalités au sein de nos effectifs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du Google Ads, du référencement naturel, du social ads. Donc 3 pôles d'expertise avec des account managers qui sont dédiés. Et au-dessus de tout ça, on a un pôle R&D qui développe des outils, des scripts, des outils d'automatisation qu'on utilise en fait au quotidien pour nos clients, pour être plus performants, pour nos équipes, pour gagner du temps et ne pas travailler sur des tâches chronophages. Et le studio Ads de JVweb qui travaille sur la partie créa, destination des réseaux sociaux et développement de landing page pour générer du lead. Voilà, très court. Ici, aujourd'hui, en fait, je vais vous faire, vu qu'on a maintenant 32 minutes, un résumé des grandes tendances. Mais si ça vous intéresse, derrière nous, on a déroulé 4 webinaires qu'on est en train de faire en fait actuellement. Vous pouvez aller sur le webinaire JVweb. Le premier étant hier, qui correspond aux 4 tendances. Et là, on va vraiment rentrer dans le détail de tous les sujets où on va passer 1 heure en fait par tendance. Là où il faut que j'arrive à faire rentrer ça en 7 à 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Le but, c'est qu'on échange. Moi, je vais surtout faire un résumé et voilà, je vous invite à poser des questions ou après à vous inscrire si vous voulez un peu avoir la vision globale et détaillée de l'ensemble des tendances. Première tendance, c'est la partie essentielle du tracking et de plus en plus de quelle manière on utilise la data pour mieux traquer et donc mieux piloter les campagnes. Donc à chaque fois, j'ai fait un petit résumé en fait des bonnes pratiques à appliquer. Je donne aussi quelques exemples des choses les plus essentielles et qu'on utilise le plus aujourd'hui. Bien entendu, la première étape assez simple, c'est de bien respecter l'ensemble des bonnes pratiques lorsque vous allez implémenter un tracking. Je ne vais pas vous expliquer comment on implémente un tag, mais plutôt avoir quelques tips, notamment bien penser à tout traquer. Dès le départ, dès que vous faites votre plan de tagage, mettez en place des events ou des balises, que ce soit sur Analytics, sur Google Ads, sur Facebook, qui vont mesurer l'ensemble des actions sur votre site. Parce qu'elles seront toujours utiles derrière pour optimiser ou elles seront toujours utiles pour l'algo, Google ou Facebook, qui va travailler et qui va pouvoir mesurer l'ensemble des conversions. Donc, vous faites du lead, ne mesurez pas que le lead généré. Vous faites du e-commerce, ne mesurez pas que la vente, essayez de remonter sur des pages clés, sur des paniers, etc. pour avoir un peu une vision d'ensemble. Et c'est un bon moyen aussi de savoir si le trafic est qualitatif. Si on va plus loin, ce qu'on peut aussi faire, c'est des pondérations et donner des valeurs à ce qu'on appelle ces micro-conversions. Combien vaut un panier? Combien vaut la consultation d'une page produit, d'une page dans l'étape du funnel? Et ça, on va le pondérer par rapport au potentiel de signer derrière. C'est ce qui va permettre de nourrir en fait les algos avec du volume et de la data. C'est ce qu'on verra un peu dans un second temps, puisque bien sûr, après, ces tendances sont toutes un peu liées entre elles. Ne pas hésiter, et je recommande d'utiliser les outils qui vont vous faciliter la vie, qui vont éviter des erreurs, qui vont vous faire gagner du temps. Google Tag Manager pour tout ce qui est tracking, puisque sur l'ensemble des plateformes, tout est natif, vous pouvez le faire de manière assez simple. Et d'autres petits outils comme les plugins Google Tag Assistant ou le Facebook Pixel Helper que vous installez sur Chrome, qui vont vous dire en quelques secondes en fait si le tracking est OK, le pixel est bien posé, s'il n'y a pas d'erreur. Et sur Facebook, il y a aussi le gestionnaire d'événements qui va vous permettre en fait de faire des modes tests pour vous assurer que les événements fonctionnent et du débogage aussi pour vous dire s'il constate qu'il y a des problèmes à corriger.
Donc, c'est un moyen assez simple de surveiller régulièrement si le tracking est OK, puisqu'il n'y a rien de pire qu'un tracking qui saute ou qui n'est pas, qui est pas optimal quand on veut piloter ces campagnes. Pensez aussi modèle d'attribution, surtout quand on est vraiment là pour faire de l'acquisition. Il y a des modèles qui existent de base en fait sur Google. Pour chaque conversion, vous pouvez choisir. Nous, on recommande des modèles qui sont le linéaire, en fait, qui va mesurer un petit peu tous les touchpoints, ou le data-driven, qui est le même principe avec une surcouche Google qui analyse l'importance finalement de chaque clic pour générer une conversion. Il va pondérer. L'intérêt, c'est d'avoir un peu une vision d'ensemble du parcours, de se dire à quel moment l'ADS intervient et à chaque fois un peu qu'elle intervient, je pilote les campagnes. Ça ne veut pas dire que c'est le pilotage qu'on va avoir au global, c'est vraiment le pilotage sur la plateforme. Sur Facebook, c'est un peu plus simple puisqu'on peut mesurer du post-click ou du post-view à 1 jour ou à 7 jours. Donc là, c'est pareil, il faut l'avoir en tête et adapter pour voir ce qui est le plus pertinent, et on peut aussi modéliser pour voir les différences qu'on a et prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas forcément un modèle qui est le top pour tout le monde, ça va dépendre de la strat, de l'objectif et justement des différences qu'on peut avoir en fait. Il y a des produits qui s'achètent en un clic, il y a d'autres produits ou des services qui vont s'acheter en 10 ou 15 clics, donc forcément on n'est pas sur les mêmes modèles. De bien mesurer les conversions offline, ça je vais vous en parler, c'est le focus que je fais parce que c'est un peu le truc du moment, la nouveauté qui change complètement la vision qu'on a d'un compte et la façon de le gérer. Et aussi, se préparer en fait au tracking sans cookies. Alors, en Suisse, on est un peu moins concerné, mais en France, depuis avril, je ne sais pas si certains sont au courant, ça a pas mal accéléré avec des nouvelles réglementations qui vont obliger de changer les bannières de consentement pour accepter ou non les cookies. Donc, ça a un impact assez important. On perd à peu près 15, 20, 30% en fait, des données. C'est un impact qu'on a dans les conversions en fait aussi. Et puis après, de manière globale, ça va arriver aussi où, avec la mise à jour, par exemple, d'iOS 14, où on a la possibilité avec son téléphone de bloquer la plupart des apps, donc on perd la donnée. Et plus globalement, Google va annoncer la fin des cookies aussi, donc il va falloir basculer sur des nouveaux modes qu'on appelle serveur to serveur, passant par l'API. Et encore une fois, en fait, ces acteurs ne vont plus utiliser les cookies puisqu'il y a de la donnée personnelle, c'est compliqué et c'est en train de bouger, mais plutôt se baser sur vos données pour pouvoir mesurer, vous donner les retours. Donc ça, on en a parlé hier justement, donc si vous voulez une vision un peu plus détaillée, n'hésitez pas à aller voir le replay. Moi, je vais faire un petit focus justement sur la partie conversion offline. Je ne sais pas si sur les participants, il y en a qui sont concernés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites une partie de votre business hors ligne? On peut commencer sur un site, mais finaliser avec un sales, avec un email, etc. Voilà, plus sur le site. C'est hyper intéressant puisque aujourd'hui, une agence ou quelqu'un qui gère un compte sur Google ou sur Facebook, c'est le même procédé. Il va avoir une vision qui va s'arrêter ici en fait. Imaginons un lead, il va faire un devis, ça s'arrête là. Donc, nos clients aujourd'hui, c'est plus ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent du volume, mais aussi de la qualité. Et pour arriver à cette qualité, on a besoin d'avoir l'information. Un client qui nous dit c'est pas quali, c'est pas suffisant pour nous. On ne sait pas quelle campagne, quel message, qu'est-ce qu'il faut changer. C'est flou et donc finalement ça reste inutile. Et donc on n'a pas cette vision de, une fois qu'on a généré un lead, est-ce que le commercial, le sales qui va rappeler, considère déjà que le lead est qualifié, il peut répondre aux besoins, et est-ce qu'il arrive à transformer ce lead en nouveau client? Puisque nous, l'objectif dans la gestion des campagnes, forcément, c'est de tendre vers le plus de clients possible et pas forcément le plus de volume possible. C'est ce qui est possible de mettre en œuvre, justement, en mesurant les conversions qui sont réalisées en hors ligne et en les réinjectant, en fait, directement dans les plateformes publicitaires. Donc, comment ça marche? Je vous donne l'exemple de Google. Je ne détaille pas les deux, mais c'est des procédés assez similaires. Il y a des différences techniques, mais sur le principe, c'est un peu la même chose. Sur Google, à chaque fois que vous cliquez sur une annonce, vous avez dans votre URL ce qu'on appelle un GCLID. C'est un identifiant unique à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce. C'est ce qui, à la base, permet de faire de la passerelle entre un Google Ads et un Google Analytics. C'est pour ça que vous avez les infos qui remontent grâce à cet identifiant. On a la possibilité, en fait, d'utiliser cet identifiant, de le récupérer, en fait, au moment où la personne va sur le site et remplit un formulaire et de l'envoyer directement à votre CRM. C'est un petit développement à faire. Donc, on a les champs classiques avec nom, prénom, téléphone, besoin, etc. Et on a cet identifiant unique qui va s'ajouter. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le lead est traité comme d'habitude par l'équipe commerciale qui va enrichir le CRM. Ça peut être des fichiers aussi, des Excel ou des Google Sheets
même si le CRM est le mieux puisqu'on peut automatiser derrière. Et une fois en fait que le lead est qualifié, les données vont être réexportées dans Google Ads. Et grâce à cet ID, Google va être capable en fait de savoir à quel moment cette personne en fait a cliqué sur quelle annonce et de remonter la conversion. Et donc du coup, nous derrière, d'aller optimiser les campagnes. Si je vous donne un exemple ici, on a différentes campagnes en France, au UK, en Allemagne, en Italie, etc. La vision qu'on a du compte aujourd'hui, c'est de savoir voilà, le nombre de formulaires qui sont remplis, une centaine, avec un coût d'acquisition. Là, volontairement, c'est exactement le même sur tous les pays, c'est pour montrer l'exemple. La vision s'arrête là. Et là, le client me dit, ben non, mais c'est pas quali. Et nous, on ne sait pas où. Sachant que là, on est au niveau campagne, mais le niveau de précision, on va aller jusqu'aux mots-clés, aux annonces, aux audiences, toutes les données qui existent dans un compte, là où on voit les conversions. Demain, quand c'est mis en place, ce qui est possible de faire, c'est de créer une nouvelle conversion, qu'on va appeler par exemple client ou lead qualifié. Et on va pouvoir ajouter cette colonne de la même manière que l'ensemble des conversions, mais uniquement focus sur cette valeur-là, c'est-à-dire sur les leads qualifiés. Et ça va permettre d'analyser de manière granulaire à quel endroit, quelle campagne, où c'est que j'investis et où c'est que finalement ça me rapporte le plus, où c'est que c'est le plus qualitatif. Et ça change après la gestion d'un compte. Puisque si on s'arrête à cette vision ici, on voit en fait par exemple que c'est en Allemagne où on le fait le plus de volume pour un CPA qui a 20 euros, 20 francs, donc c'est très bien. Mais par contre, si on creuse un petit peu, on voit que finalement c'est plutôt en France où on a un coût d'acquisition qui est le plus bas. Donc, on aurait tendance plutôt à se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas optimiser la France qui est plus rentable plutôt que l'Allemagne, puisqu'au final, on fait un peu plus de clients, mais il y a beaucoup plus de déchets, ça coûte plus cher. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à poser, je réponds en fait au fur et à mesure ou je fais un slot à la fin. Deuxième tendance, c'est de quelle manière on sait que tout est en train de s'automatiser, le métier sur Google Ads, le métier des agences est en train d'évoluer. Nous, on est beaucoup challengés par nos clients sur en fait ce qui est possible de faire sur Google et sur Facebook. Facebook a pris un peu d'avance, donc c'est un peu moins problématique. Sur Google, ça effraie, je dirais, un petit peu plus le fait que tout devient automatisé. Et on a un rôle de la personne qui gère des campagnes qui change un peu, où il doit être capable de s'adapter à l'automation, de la dompter, c'est-à-dire nourrir les algos et de trouver aussi des moyens un peu contournés de pouvoir continuer à faire des actions manuelles et de ne pas être sur un système qui est complètement black box. Ce qu'il faut retenir en termes de bonnes pratiques, la première, je la détaille pas trop puisque c'est ce qu'on a vu un petit peu avant, c'est bien sûr un tracking qui est 100% fonctionnel et qui est adapté à l'automation. Adapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'ensemble des conversions qui sont comptabilisées, qu'on a mis en place les micro-conversions. Si on fait des ventes hors ligne, il faut avoir mis ce système-là. C'est donner toute la data à Google pour qu'il soit le plus performant possible, puisque d'ailleurs, c'est du machine learning. Donc, il apprend sur la donnée. Donc, s'il en a peu, il apprend pas bien ou moins vite. Le deuxième point clé, c'est le volume. J'entends souvent des gens qui disent que l'automation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Mais souvent, quand on creuse, en fait, on voit que les volumes ne sont pas respectés. J'ai un exemple après pour vous montrer. Puisque forcément, l'outil, un algo se base sur la donnée. Si on ne lui donne pas suffisamment de données, s'il n'a pas suffisamment d'historique, il ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc, il y a des moyens aussi, justement, avec ces notions de micro-conversion, de donner plus de valeur. Je ne fais pas assez de ventes puisque je me lance au Google Ads ou parce que je ne fais pas beaucoup de ventes, pourquoi pas ajouter la notion de panier ou de page clé qui constitue un trafic qualifié pour aider l'algo à en générer plus et in fine essayer de générer plus de ventes. Voilà. C'est des moyens un peu différents de travailler. Il faut aussi être très clair sur l'objectif qu'on va mettre. En gros, c'est assez simple, c'est une campagne égale un objectif et donc on a vraiment une métrique qu'on va suivre, une seule, pour s'assurer que la campagne, elle est efficace selon l'automation. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne selon vous, ce que vous en souhaitez, mais un algorithme, il réfléchit assez bêtement, et pour lui, c'est un objectif par campagne. On ne peut pas, et nos clients nous demandent tous, on veut faire plus de chiffre d'affaires, plus de leads, et que ça nous coûte le moins cher possible, que ça soit plus rentable. Il n'y a pas une stratégie d'enchère qui permet de faire les deux. Après, c'est l'humain qui travaille dessus, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on travaille pour faire le plus de volume possible, mais attention, on risque d'avoir des problèmes de rentabilité. Soit à l'inverse, on va imposer un coût d'acquisition cible
un ROI à atteindre. Et le danger, c'est que les algos diminuent les volumes pour y arriver. Mais pour lui, le travail, c'est, si on lui demande d'être à 20 francs de CPL, il y arrive. Peut-être qu'il aura baissé les volumes de 20%, mais c'était l'objectif qu'on lui avait demandé. Donc, il faut être assez clair aussi là-dessus sur la façon dont on procède. Autre point, il faut savoir aussi adapter sa structure. Avoir une structure granulaire, aujourd'hui, c'est plus ce qui fonctionne. Il faut regrouper au sein des campagnes, puisque l'algo travaille sur chacune des campagnes en termes de volume. Donc, plus on va regrouper ces campagnes, moins on en a, plus ça va favoriser l'algo à être meilleur. J'ai un exemple après. Nourrir les algos, ça c'est le cœur de l'optimisation maintenant, ou en tout cas une grande partie, en donnant les audiences, tout ce qu'en fait il ne peut pas utiliser ou il n'a pas à disposition, il faut lui donner. Ou alors tout ce qu'un robot ne peut pas optimiser, aujourd'hui c'est à nous de le faire, ce qu'on faisait un peu moins avant, parce qu'on passait plus de temps à gérer les CPC, ce genre de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Nourrir les algos, c'est quoi? C'est donner toutes les audiences dont on est propriétaire, donc vos audiences, vos bases de données, vos audiences on-site, plus vous en donnez à Google, plus il aura des métriques pour optimiser. Il faut aussi passer plus de temps, et on en parle après, à optimiser ses créas, optimiser son taux de conversion, A/B tester les annonces, changer les wordings, parce que ça, c'est encore le côté créatif et humain qui travaille là-dessus, même si maintenant, il y a des solutions où Google le fait, par exemple, aussi. Donc voilà, faut pas croire que quand on fait de l'automation, on laisse tourner, ça va fonctionner. Il y a encore plein de choses en fait à faire. Et des choses aussi, on va passer plus de temps. L'aspect créa et annonce, par rapport à il y a 4 ans, demande beaucoup plus de travail et impose beaucoup plus de travail, puisque c'est un peu la faiblesse de l'algo qu'on doit pallier. Et le dernier point, bien sûr, c'est surveiller tout le temps et trouver des moyens aussi, si possible, de pouvoir contourner le système. Surveiller, c'est quoi? C'est pas parce qu'on fait tourner que ça fonctionne qu'il ne faut pas les regarder sur quoi on diffuse. Les rapports de requête, les termes de recherche, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On dit Google gère pour nous, mais en fait, Google, l'algo n'est pas parfait. Facebook, c'est la même chose. Donc, il faut toujours les regarder, se dire s'il n'y a pas des choses à exclure, à grappiller en fait à droite et à gauche pour pouvoir optimiser. Et pas hésiter aussi à créer ses propres règles d'alerte, de surveillance, voire même d'action sur un compte. C'est ce que nous, on fait avec le pôle R&D. Sur des campagnes Smart Shopping, on est capable de contourner le système pour faire de l'exclusion de produits, ce qui normalement n'est pas possible directement dans la plateforme. On est capable d'aller mettre en veille toutes les mauvaises annonces, celles qui ont des mauvaises performances, en un clin d'œil avec des scripts. Donc, on trouve aussi des moyens d'utiliser, nous aussi, de l'automation, mais où on est sûr que c'est orienté 100% performance et 100% objectif client. Donc, pour vous donner un exemple sur le volume, donc il y a 3 aujourd'hui stratégies d'enchères qu'on utilise sur Google. Facebook est un peu différent, mais comme je vous disais, j'ai fait des choix sur les slides proposés. Maximiser les conversions, c'est là où on va aller chercher le plus de volume possible, que ce soit en valeur ou vraiment juste en vente. Aujourd'hui, Google recommande, si on n'a pas de conversion, ça va fonctionner. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, on peut commencer de zéro, mais après, c'est comme tout, ça marchera moins bien que s'il y a des volumes, s'il n'a pas d'historique. Donc, faire des ventes sur quelque chose qui n'en a jamais fait, c'est quand même assez compliqué. Mais on voit des campagnes qu'on lance de zéro où on peut utiliser cette stratégie-là. Là où, par contre, ça change beaucoup, c'est que sur des CPA cibles ou des ROAS cibles, la rentabilité, Google est plutôt à dire qu'il faut une conversion tous les 2 jours, voire 0. Nous, notre recommandation, c'est d'avoir au moins une conversion par jour sur du CPA cible et au moins 2 par jour sur du ROI. Conversion ne veut pas forcément dire vente, encore une fois. Ça peut être d'autres métriques qu'on va suivre. Plus on en a, mieux c'est. Plus on en a, plus le système est performant. Donc, il faut aussi faire des choix entre, je ne prends pas forcément la conversion finale, mais une conversion où il y a du volume et on peut A/B tester pour voir si l'algo arrive à être meilleur et arrive indirectement à atteindre l'objectif final qui est de vendre. En termes de structure, ce qui a changé, c'est on a tendance à regrouper et à avoir moins de campagnes. Aujourd'hui, si vous avez des comptes qui sont énormes avec 50 campagnes, peut-être même 20 ou 30, c'est que ce n'est pas automation friendly. Et forcément, ça va avoir des impacts parce que plus on a des campagnes, plus on va diluer la data, c'est-à-dire le volume de conversion, moins l'algo va être performant. L'algo réfléchit par campagne, donc il faut avoir tendance à essayer de regrouper en fait ensemble, mais tout en essayant de garder aussi une pertinence et une logique et pas faire non plus que du fourre-tout. Même si des fois, de
tout mélanger, ça fonctionne mieux aujourd'hui des fois que faire du granulaire comme on pouvait faire il y a quelques années. Je vous donne un exemple de la formation, par exemple, où c'était par ville et par campagne. Ici, il n'y avait pas de messages différents par ville, hein, sinon c'est une autre stratégie qu'on aurait adoptée. Donc, c'est vraiment tout détaillé par un niveau de campagne. Et le problème, c'est qu'il y a des volumes assez faibles à chaque fois pour chaque formation. Et à l'intérieur de ça, on était sur plus ou moins les mêmes mots-clés, les mêmes thématiques, pas de grosses différences. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut garder cette logique-là, mais en fait, au lieu de l'avoir par campagne, on va plutôt l'avoir à l'intérieur d'un groupe d'annonces. On va avoir une campagne sur la formation et ensuite, on va avoir des groupes d'annonces qui peuvent correspondre à ces sous-thématiques. Et à chaque fois, on aura suffisamment de volume. Et après, il faut faire des choix, quand on n'a pas beaucoup de volume dans un groupe d'annonces, de regrouper. Ça peut paraître pas forcément logique de regrouper formation Paris, Genève, Lausanne, etc. Mais ça peut permettre à l'algo d'être meilleur. Et le fait de personnaliser l'annonce, même si on peut le faire de manière différente, en mode un peu script automatisé, ça ne va pas apporter plus que ce que l'algo est capable de faire avec des volumes plus importants. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête. Dès que vous avez des campagnes avec 4, 5 conversions, l'automation a de grandes chances de ne pas fonctionner. Regardez s'il n'y a pas possibilité d'aller regrouper certaines campagnes en gardant quand même une logique, surtout si vous voulez gérer des budgets, pour peut-être passer à 30, 40, 50 conversions par mois et se dire que là, du coup, les algos vont être plus pertinents. Au niveau des créas, qui est vraiment devenu un des éléments clés, notamment sur les réseaux sociaux, bien entendu, Facebook, Insta en priorité, à savoir qu'en fait, aujourd'hui, 50 à 80% des performances en fait, d'une campagne sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, va vraiment dépendre de la créa. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en ciblant de manière très précise avec des créas pas adaptés, ça ne performe mais absolument pas. En ciblant très large, en laissant l'algo, surtout celui de Facebook, qui est assez performant, travailler et en travaillant bien les créas, la fréquence, en les renouvelant, on voit que ça fait des énormes différences sur les performances. Et c'est pour ça qu'on dit que la créa, aujourd'hui, elle a dépassé le ciblage. Il vaut mieux avoir un peu de déchets sur du ciblage que des créas qui ne sont pas adaptés. Surtout qu'on se fait inonder de publicité, on est très régulièrement, on passe beaucoup de temps dessus. Donc, ce qui va frapper, c'est la qualité d'une créa, c'est moins le fait qu'elle ne soit pas forcément adaptée. Elle n'est pas adaptée, on la passe, on passe à autre chose. Si par contre, on est dans la cible, mais que la créa ne saute pas aux yeux, bah forcément, on passe à côté. Et là, c'est une personne cœur de cible que vous n'avez pas touché. Pareil, quelques bonnes pratiques. Et après, j'ai mis 2-3 exemples. Toujours pareil, en fait, il faut avoir un objectif et une stratégie claire sur ce qu'on attend en termes de résultats. Est-ce que c'est plutôt de la perf? Est-ce que c'est plutôt du branding? Parce qu'on ne va pas construire les créas de la même façon. Pas forcément utiliser les bons formats. Aujourd'hui, le format image en perf marche très, très bien. On dit la vidéo. Ce qu'on constate quand même, c'est que l'image elle a encore beaucoup de succès si on est vraiment focus performance à 100%. Ça va permettre aussi de regarder ce que font les concurrents, d'adapter les formats et de bien aussi savoir les KPIs que vous allez vouloir suivre. Est-ce que c'est vraiment de la vente? Est-ce que c'est plutôt de la mémorisation ou de la notoriété? De bien optimiser vos créas en fonction des réseaux sociaux, en fait, des canaux que vous allez utiliser. Parce qu'il y a des spécificités. Ce n'est pas forcément compliqué à trouver en termes de format. Mais c'est aussi après, par exemple, sur un TikTok est 100% vidéo et on recommande de la vidéo lifestyle avec une personne type une vidéo un peu influence. On ne fait pas de la vidéo motion design sur TikTok. Ça ne marchera pas parce que la plateforme ne fonctionne pas comme ça. Il faut aussi adapter en termes de durée. Facebook, durée de visionnage, 10 secondes. YouTube, durée de visionnage, on est plutôt sur 30 secondes. Ça diminue un peu. Donc voilà, on ne va pas passer les mêmes messages. 30 secondes sur Facebook, c'est bien. Mais vous savez qu'il y a seulement 10% qui vont voir du coup la totalité de votre vidéo. Donc ça fait un peu cher après, ce qui n'est pas consommé. Ce qui marche très bien aussi, c'est de bien mettre en avant de manière assez claire, et en 10 secondes, ce n'est pas forcément facile, quel est le problème que rencontre la personne, qui puisse se projeter, et quelle solution vous allez proposer grâce à votre service, grâce à votre produit. C'est assez instantané en termes de fonctionnement. Après, c'est plus complexe dans certains secteurs, etc. Mais c'est ce qui marche très, très bien. Il faut savoir aussi éviter l'épuisement de votre audience. Ce n'est pas parce que vous faites une super créa que ça y est, c'est gagné. C'est-à-dire une super créa, elle va marcher un mois. Et après, il va y avoir de l'essoufflement, de l'épuisement de l'audience.
on la voit très régulièrement, on passe à autre chose et vous allez voir une baisse des performances. Donc, il faut régulièrement en fait travailler vos créas si vous voulez éviter à chaque fois des pics, des vagues en fait sur les résultats. C'est là aussi qu'on voit qu'il y a la créa est hyper importante. Donc, on recommande nous de pouvoir changer les créas tous les mois. Ça ne veut pas dire repartir de zéro, tout révolutionner, mais on voit assez vite quand une créa tourne un peu trop longtemps que en fait en termes de performance on est moins bon. Ne pas hésiter à A/B tester. Alors A/B tester, ça ne veut pas dire faire des créas qui sont complètement différentes, mais toujours penser quand vous faites tous les mois des nouvelles créas, vous dire qu'est-ce que vous pouvez tester cette fois-ci. Changer le call to action, changer de typologie d'image. Est-ce que c'est plutôt orienté produit, plutôt orienté lifestyle, avec une personne. Adapter un peu le texte aussi pour tester des arguments un peu différents. Voilà. Pas nécessaire de tout révolutionner, mais c'est bien de pouvoir un petit peu ajuster de temps en temps. Et l'algo derrière, lui, il va faire l'A/B test, entre guillemets, un peu pour vous et voir un peu les résultats que ça donne. Et en dernier, bien sûr, c'est mesurer les résultats. Que ce soit sur du branding, il y a des études de notoriété, ce genre de choses qui permettent d'avoir des infos. Et bien sûr, en termes de performance, l'objectif, c'est... je vais y arriver. L'objectif, c'est de la vente. Donc là, c'est bien d'analyser, de prendre du recul avec des reportings. Ou par exemple, sur Facebook, ce qui est top, c'est les études de Conversion Lift qui vont donner en fait justement une idée de la performance des créas avec un mode d'attribution, donc quelque chose d'assez clair, quoi. Je vois une question de Mathieu. En réalité, le nerf de la guerre ne reste-t-il pas le contenu? Ça dépend à quel niveau, en fait. Si on parle là réseaux sociaux, le wording d'une publicité, aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'on parle contenu, on parle vraiment du vrai contenu massif. Il n'y a pas forcément la place, c'est pas forcément regardé. La première étape, déjà, c'est cette personne, c'est lui donner envie de venir sur votre site. D'où le fait que la créa doit être impactante. Après, je rejoins que le contenu derrière qui est proposé va permettre de transformer. Nous, la première étape, c'est de lui faire découvrir le produit, de l'amener à avancer. Et là, il n'y a pas encore de notion de contenu qui existe, puisqu'on a plutôt tendance à faire des choses assez courtes, imagées ou en vidéo. Donc, très peu de texte finalement. Même principe sur du YouTube. Pour vous donner un exemple assez rapide, je ne vais pas tout vous montrer. En termes d'ouverture, ce qu'il faut, qui est très important, c'est attirer l'attention. Il faut bien penser qu'en fait, on est en train de scroller et qu'il faut très vite se dire « Ah, tiens, ça m'intéresse, c'est intriguant ou un sentiment d'urgence, qu'il puisse tout de suite se projeter, identifier que ça l'intéresse et aussi très vite de mettre en avant votre marque ou votre logo pour qu'on travaille aussi la mémorisation, même s'il ne va pas forcément regarder la vidéo. Pas cette fois-ci, mais peut-être qu'à force de voir votre marque, ça va commencer aussi à l'intéresser et ça permet de travailler un peu justement la mémorisation. Ensuite, il faut trouver un mix entre problème et solution. Le problème, c'est être très clair sur, voilà, votre problème, c'est ça, on le connaît, on sait que les points durs, c'est ça aussi, pour se dire, voilà, on est un peu dans votre quotidien. Nous, comme solution, on propose ça. Voilà les bénéfices, les avantages. Donc voilà, c'est quelques images qui vont s'enchaîner, une vidéo avec du texte clair et précis pour que la personne se dise « Ah ouais, ça m'intéresse ». En dropshipping, ils sont très, très forts pour ça. On recommande souvent, tout ce qui est acteurs de dropshipping, de regarder un peu ce qu'ils font parce que sur la partie publicitaire, ils sont très bons. Autant après, sur la partie produit, ils ont pas grand-chose à faire, hein, c'est des distributeurs. Autant sur la partie créa, il y a quand même une expertise qui est intéressante à regarder. Et puis, bien entendu, derrière, un call to action assez clair pour engager la personne et voilà, lui donner un peu la prochaine étape et lui donner envie d'aller un petit peu plus loin. Et ça, je vous montre par exemple qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple avec pas grand-chose aussi, parce que ça ne veut pas dire que faire des créas, c'est hyper compliqué. On n'est pas, nous, un studio ou une agence de com et on arrive à faire des choses très sympas et qui performent. Donc ça, c'est ce que nous a fourni le client. Il nous a fini son logo, il nous a filé bien entendu, son wording et il nous a passé aussi des images qu'il avait en fait à disposition, donc un asset très simple. Et puis nous, derrière, ça nous a permis de faire un format de 9-10 secondes en termes de vidéo où on met en avant les bénéfices tout de suite, le chaud, le froid, plus de plastique pour le côté écolo, pour donner envie d'aller plus loin. Donc, c'est quelque chose d'assez simple et efficace et qui ne nécessite pas derrière des tournages ou des choses assez complexes. Je vais terminer, il me reste 5 minutes, c'est parfait, sur les landing pages. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais faire cette partie rapidement.
Sinon, je la déroulerai, mais je prends les questions en premier. Je préfère échanger avec vous, puisqu'après, je sais que ça coupe direct. Les landing pages, c'est un gros sujet aussi en ce moment. Donc, si vous êtes e-commerçant, ça vous concerne moins forcément. En tout cas, cette partie-là, parce qu'on peut toujours améliorer un tunnel de conversion. À savoir que 73% des personnes vont abandonner un formulaire, ce qui est assez énorme. Que le temps de chargement, ça je vous l'apprends pas, est hyper en fait important. On peut très vite faire des changements sur quelques dixièmes ou secondes gagnées sur le taux de conversion, et que les avis aussi, ça a toujours été, c'est quelque chose qui est très fort. On le met en avant les avis parce que beaucoup l'ont, mais beaucoup ne le mettent pas forcément en avant sur une landing page. Et nous, pour travailler ça, on voit des différences assez énormes, même des fois sur des petits changements, ça peut apporter des hausses de 10, 15, 20% sur du taux de conversion, et 20%, ça fait des beaux résultats quand même à la fin. Nous, ce qu'on aime bien, alors je vais passer cette partie, c'est vous donner un petit peu les points qui sont importants. Bien entendu, ce qui est important, c'est il faut donner confiance. Donc, c'est là où, en fait, ajouter des témoignages, c'est hyper important. Les avis clients, les mentions presse que vous pouvez avoir, le ranking que vous avez eu, des prix, des récompenses, est-ce qu'on vous a vu à la télé, les partenaires avec lesquels vous travaillez, c'est hyper important de rassurer sur ces éléments-là. Bien sûr, une page qui soit mobile friendly, responsive, mais aujourd'hui, c'est devenu quand même la base, et elle est très rapide. C'est hyper important. Un temps de chargement de moins de 3 secondes, ça doit aller très, très vite. Après, en termes d'éléments clés, il y a plein d'AB tests, il y a plein de choses à faire. On ne va pas donner la landing page parfaite, parce qu'il faut s'adapter. Mais ce qui est important, en fait, c'est très rapidement dans la zone de flottaison, donc vraiment ce qu'on voit à l'écran, de pouvoir, en fait, avoir un titre et un sous-titre qui est fort. Ce qu'il faut penser vraiment, c'est tout de suite de répondre, voilà, justement, en termes de bénéfices, problèmes, solutions, de manière assez claire, en fait, pourquoi il faut absolument que tu me laisses tes coordonnées et qu'on puisse discuter. C'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce que je vais t'apporter derrière? Et en quoi ça va te donner envie d'aller plus loin? Donc, il peut y avoir bien sûr de la promo, du rabais, des choses comme ça, mais il faut aussi un élément clé, simple, une phrase qui résume en fait ce que nous, on est capable de t'apporter, pourquoi tu dois nous contacter, ou on doit te contacter. Utiliser un seul call to action. Alors, ceux qui on a devis gratuit, s'inscrire maintenant, contactez-nous. Par expérience, c'est quelque chose qui fonctionne moins, même si on veut avoir plusieurs call to action. L'idée, c'est toujours d'en avoir un. Voilà, remplissez le formulaire, contactez-nous, être rappelé, mais vraiment un seul call to action sur une page, c'est assez simple. Sinon, il y a différents choix, et on sait qu'à ce moment-là, on perd aussi pas mal de visiteurs. Après, se débarrasser des éléments inutiles, difficile de mettre en avant aujourd'hui les éléments, mais il ne faut pas non plus trop en faire. Il ne faut pas être trop technique aussi dans la façon dont vous expliquez les choses. Il faut savoir bien connaître son audience et s'adapter. Et encore une fois, passer les messages qui sont clés et bien réfléchir à ce qu'on voit tout de suite. C'est-à-dire que très rapidement, on doit avoir le message clé, on doit avoir le formulaire qui apparaît avec le call to action, ne pas l'avoir tout en bas de la page, il faut l'avoir directement. La personne sait, entre guillemets, ce qu'elle a à faire sur la page. Mettre en avant les avis, les 2-3 avantages, vraiment la valeur ajoutée que vous proposez. Et d'un coup d'œil, il va être capable de remplir en fait le formulaire. Puisqu'il faut aussi penser que certains vont le faire, beaucoup maintenant le font sur mobile. Donc voilà, il faut être simple et efficace et pas... pour le coup, c'est ce que disait Mathieu, le contenu sur une landing page doit être très, très épuré. On n'est pas... Bon, il y a certains secteurs où c'est différent, mais globalement, il faut faire assez simple pour leur donner envie et le faire venir pour remplir le formulaire, pas pour aller à droite et à gauche. Voilà. Et un exemple qu'on a fait dernièrement pour Givaudan avec des landing pages assez simples. Et j'ai terminé pour ma part. On a 50 secondes, donc je pense que j'aurai le temps de prendre une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas. Je regarde le chat et les questions pour voir s'il y en a. Pas de questions a priori. Soit c'était très clair, soit ça ne l'était pas. Pour rappel, du coup, comme je vous disais, voilà, les 4 tendances, tracking mélangé avec la data. Comment on est capable? Il faut apprendre à dompter en fait l'automatisation de l'ensemble des comptes publicitaires. La slide que vous avez passée.
celle-ci. Sinon, Louis, je ne sais pas laquelle slide tu veux. De toute façon, ça va couper. Créa et LP. Et n'oubliez pas, webinaire JVWeb, si vous voulez